Regardez, on est côté ukrainien sur la rive droite du Dniepr, à 70 km au sud du barrage. Les habitants de Kherson se sont réveillés avec sous les yeux ce paysage. Dans la nuit, l'eau est montée jusqu'au niveau de la taille. Regardez cette maison qui finit par s'effondrer. Battus par la crue, les murs détrempés finissent par céder. Les riverains n'ont d'autre choix que d'abandonner leur logement. Et pour la plupart, à bord de bateaux gonflables et de barques. Cette femme, elle, que vous allez voir, n'a pas eu cette chance. Elle est obligée de fuir seule, la moitié du corps enfoui sous l'eau, avec uniquement son sac qu'elle empoigne et son chien qui nage à ses côtés. Image surréaliste également, écoutez. Ces hommes cherchent à secourir d'autres personnes lorsque les sirènes se déclenchent. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'alarme annonçant un bombardement. Car pendant ces évacuations, les Russes n'ont visiblement pas cessé leur frappe. Et dès hier, on assistait à ce genre de scène. Regardez. Катастрофа, конечно, конкретная. Люди! Собаки есть у тебя? Нет. Не готов. Давай, давай, братан, греби, там люди. Autre point de vue du ciel, cette fois avec ce que révèlent ces images satellites, la ville de Kherson hier. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui, la ville est presque totalement sous l'eau. Et côté russe du Dniepr? Eh bien, il suffit de regarder ces autres images pour comprendre que le fleuve a débordé des deux côtés. Pas que du côté ukrainien, du côté occupé par les Russes aussi. Exemple avec la ville de Novakakhovka, c'était hier. Aujourd'hui, on ne distingue quasiment rien. Il y a même un stade de foot dans cette ville que vous allez voir, qu'on pouvait encore voir du ciel il y a quelques heures. Aujourd'hui, c'est impossible. Image aussi de cette femme et de sa fille qui appellent à l'aide depuis leur toit. Ce sont les Ukrainiens qui se paient le luxe d'envoyer des drones chargés de distribuer des vivres. Cette autre femme que vous allez entendre s'en prend à Vladimir Poutine directement. Écoutez. Nous pensions que nos militaires viendraient nous aider, nous avons attendu. Nos troupes sont entrées dans la ville le 11 novembre et ils nous ont libérés. Nous étions très heureux. Nous pensions que tout allait enfin s'arranger, tout allait s'arranger. Puis ils ont commencé à nous bombarder du côté gauche. Presque tous les jours, ils nous bombardaient. Nous allons supporter, nous ne voulions pas quitter notre ville. Nous pensions que la contre-offensive commencerait. Ils les repousseraient et que tout irait bien. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sauter le barrage de Kakhovka pour nous noyer ici. Ils ne pouvaient pas nous achever. Alors ils ont décidé de nous noyer. Alors c'est bien côté ukrainien. C'est bien sur la rive ukrainienne du Dniepr. Ils ne pouvaient pas nous achever. Ils ont donc décidé de nous noyer. La crue a effectivement atteint son pic, Lucille? Eh bien, les avis sont partagés. Selon les hydrologues de l'université de Kherson, la réponse est oui, mais elle va durer au moins 10 jours. L'eau est montée de 3 à 5 mètres et les spécialistes interrogés en France sont plus réservés. En tout cas, il est l'heure d'un premier bilan. Combien de personnes ont-elles été évacuées? Eh bien, pas tant que ça. En réalité, on est autour de 1300 à 1800 sur la rive occidentale, côté ukrainien, un peu moins sur la rive orientale, côté territoire occupé, entre 1000 et 1500. Ce qui frappe aussi, c'est que Kiev ne mentionne pour l'heure aucun décès, même si, selon le média indépendant Euromaïdan, des sources rapportent que de nombreux cadavres flottent dans l'eau, plutôt sur la rive gauche de Kherson. Il s'agit de nombreuses personnes âgées qui ne pouvaient pas monter sur les toits. Pourquoi ce bilan plutôt rassurant? Eh bien, il est peut-être trop tôt pour en prendre la mesure. Sans doute aussi parce que vous l'avez remarqué, on ne voit pas l'eau emporter tout sur son passage. Il n'y a pas de dénivelé, on parle d'eau stagnante. Voilà. On parle aussi d'un désastre écologique. Alors qu'en est-il? Oui, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, parle de dommages durables et irréversibles.
Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que les stocks d'huile et de pétrole nécessaires au fonctionnement du barrage ont pollué les eaux. 150 tonnes d'huile se sont déjà déversées, il en reste 2 fois plus. La même quantité de pétrole s'est également déversée. Écoutez le spécialiste de ces questions, Franck Galland. Cette crue majeure provoque d'abord une pollution majeure, puisque vous avez du fioul de particuliers, des stations essence, huile de vidange de garagistes qui partent à l'eau. Vous avez tous les réseaux d'eau usée qui partent à l'eau, donc de l'eau usée qui part à l'eau, tous les biens matériels, les poubelles de ces villes qui sont inondées. Donc la pollution est massive et durable. Et il parle aussi de la pollution des nappes phréatiques. Ce qui retient l'attention également, ce sont les désastres économiques. Ces images de silos à grains qu'on distinguait encore les jours précédents sont aujourd'hui noyées sous les eaux. C'est bien une région agricole où se trouvent les terres noires parmi les plus fertiles d'Europe. Écoutez là encore Franck Galland. Vous aviez des terres éminemment riches dans cette région de Kherson. Il faut bien voir une chose, c'est que depuis ce barrage qui a effectivement été détruit, part le canal nord de Crimée. Le canal nord de Crimée est une infrastructure essentielle à l'alimentation de la Crimée, mais il a été également conçu pour répondre aux besoins d'irrigation de toute la partie qui est aujourd'hui inondée. Voilà. Il y a aussi les dégâts économiques, il faut avoir ça en tête. Merci Lucille. Valéria, je vous voyais regarder ces images. Je vous voyais accuser le coup. L'un de mes derniers déplacements en tant que parlementaire avec le groupe d'amitié, ça a été à Kherson parce qu'on est allé à la ligne de contact avec la Crimée. J'avais emmené mes collègues là-bas. Maintenant, c'est une ville qui n'existe plus. Et donc forcément, c'est assez impressionnant. Évidemment, puis la catastrophe humaine, il n'y a rien de pire que quand on n'annonce pas le bilan humain, parce que c'est encore pire que quand on annonce des chiffres. Ça veut dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire le calcul, ça veut dire qu'il est immense et qu'il faudra attendre longtemps avant de pouvoir clairement identifier le nombre de personnes portées disparues, puis éventuellement retrouvées. Et comme l'eau est stagnante, ça va rajouter à la catastrophe. Vous redoutez un bilan humain très lourd. Oui, je redoute un bilan humain extrêmement important et une pollution de surcroît de ces corps humains, mais aussi de tous les animaux qui n'ont pas pu être sauvés. Et vous savez ce que c'est. On a vu quand il y a des grandes catastrophes, des décès près de l'eau, derrière le secteur était inexploitable et impossible de reconstruire pendant un petit moment parce que la dépollution, en fait, en plus il y a des produits chimiques, la dépollution prendra un temps infini et c'est tout à fait dommage et dommageable pour cette région et pour toute la population qui y vivait, quoi. C'est vrai on peut être surpris par le fait que aucun bilan humain ne soit dressé, qu'on ne parle pas du tout de victimes. Alors, ce qui est vrai, c'est que le bilan officiel tel que dépeint par Lucille à l'instant, que ce soit côté ukrainien ou côté occupation russe, peut sembler modeste au regard de l'ampleur des inondations. Mais on peut redouter effectivement de découvrir au fil des jours, voire des semaines, les chiffres réels pour une raison assez simple, c'est que les dispositifs de secours sont valeureux, mais relativement modeste, et que vous avez effectivement toute carrière de la population, on parlait des personnes âgées, personnes handicapées, etc., qui ne sont pas en situation de se rendre sur les étages élevés ou sur les toits. Et puis par ailleurs, il semble bien, d'après des témoignages recueillis sur place, que beaucoup de civils aient tenté de regagner, je dirais, la terre plus ou moins ferme par leurs propres moyens. Y sont-ils parvenus tous ? On peut en douter. Et donc je pense qu'il faudra attendre le reflux pour avoir une image beaucoup plus précise et exacte du bilan humain. Quelle est l'image qui vous a le plus frappé, Isabelle, dans toutes celles qu'on vient de découvrir ? C'est cette vieille femme seule qui erre au milieu de l'eau avec son chien. Donc, et c'est ce dont parle Vincent. En fait, dans les catastrophes de ce type, quand des rivières débordent, tout de suite, on sait exactement qui a été victime. Là, c'est un petit peu une bombe à retardement. C'est-à-dire que quand les eaux se retireront, et ça prendra de nombreux jours, on s'apercevra que peut-être plusieurs centaines de personnes ont été en fait prises au piège dans leurs appartements, comme cette vieille dame a sans doute failli l'être. Alors, ça paraît peu au regard du nombre effrayant de victimes
que la guerre fait depuis le 24 février 2022. Mais c'est une guerre qui se rajoute à la guerre, en fait. Pour vous, on va revenir dans un court instant sur ce qui s'est passé exactement et sur le fait de savoir si on peut clairement désigner les Russes comme étant les responsables, non pas juridiquement, parce que ça c'est évidemment avéré, mais les responsables pratiquement de l'explosion de ce barrage, de la destruction de ce barrage. Mais pour vous, c'était le but recherché, ces scènes-là ? Pas seulement. Je pense que l'un des buts recherchés des Russes est d'essayer de mettre un obstacle supplémentaire à la contre-offensive ukrainienne et à rendre une partie des opérations de la contre-offensive beaucoup plus difficile, voire impossible à réaliser. Donc, pour moi, c'était le principal but. Alors, ça permet aussi de démoraliser des populations et de rendre, pour un moment, une région non viable. Mais c'est aussi pour noyer, en fait, les espoirs de la contre-offensive ukrainienne. Il n'est d'ailleurs absolument pas dit que ce but soit réalisé. C'est-à-dire que, à mon avis, ça freinera pas forcément totalement la contre-offensive ukrainienne. Alors, on va y venir, voilà. Effectivement. Mais il y a plusieurs... Oui, on rend une région inhabitable, on casse le moral des troupes et on empêche la contre-offensive ukrainienne pendant au moins plusieurs jours. On va y venir justement à l'impact militaire. Mais votre regard, Pierre, d'abord sur cet aspect-là, sur l'aspect humain, sur l'aspect psychologique, est-ce qu'on est là dans la continuité des bombardements des installations électriques qui visaient à plonger les Ukrainiens dans le froid, dans le noir, pendant l'hiver, qui visaient indirectement, oui, la population, ou est-ce qu'on franchit un autre seuil là ? Alors les deux, en fait, on est vraiment dans une politique russe qui est assez classique malheureusement depuis 15 mois, à savoir que chaque fois que ça se passe mal sur le terrain, qu'il n'y a pas les succès attendus de la part de Poutine pour dénazifier le pays, à chaque fois derrière, il y a menace nucléaire et une punition, des punitions en frappant des objectifs civils. Mais là, on change de registre d'une façon considérable, c'est un désastre extrêmement important. Et vous vous souvenez peut-être que sur votre plateau, à plusieurs reprises ces dernières semaines, en analysant la somme des échecs russes, toutes les frappes qui avaient lieu dans la profondeur, soit des territoires occupés, soit de la Russie elle-même, les pénétrations à Belgorod, les drones, nous avons été plusieurs à dire, ce qu'on peut craindre, c'est que le Kremlin cherche à retourner psychologiquement la situation. Honnêtement, je ne pensais pas au barrage, moi je pensais plutôt quelque chose autour des engrais chimiques, c'est-à-dire des explosions, des manipulations autour des produits chimiques qui rentrent dans les engrais, avec une accusation des Russes sur le fait que ce sont les laboratoires de recherche de la CIA en Ukraine qui ont explosé. Donc quelque chose de cette nature pour reprendre la main. Et regardez simplement sur le plan psychologique, et c'est Gallagher Fenwick hier soir qui le disait très justement, à savoir que depuis 5, 6, 7 semaines, de quoi parle-t-on ? Prigojine, qui démonte tout le système russe à chaque fois, les déboires russes, voilà. Et de quoi parle-t-on depuis hier ? De cette catastrophe, c'est-à-dire que la partie du plan psychologique russe fonctionne, puisqu'il y a une espèce de retournement, entre guillemets, de situation. C'est un crime de guerre supplémentaire, mais la liste est tellement longue dans la besace de Poutine que c'est un parmi d'autres. Mais pour répondre encore plus précisément à votre question, là, on a dépassé des limites qui existaient jusqu'à présent dans l'horreur, parce que les conséquences, on voit sur le plan écologique, mais il y en a plein sur le plan militaire. Vous avez des champs de mines qui vont être transportés, qui vont se déplacer. Vous avez des mines... Là, vous parlez des mines qu'avaient placées les Russes sur la rive orientale du Dniepr. Absolument, et qui vont suivre des cheminements, qui vont se déposer avec des alluvions on ne sait où. Or, si vous voulez, dans le domaine des mines, le principal boulot qu'on vous inculque quand vous êtes formé, comme je l'ai été, comme officier du génie, c'est à faire des relevés de votre champ de mine ou de votre bouchon de mine. Ne serait-ce parce qu'il faut que vous puissiez déminer vous-même éventuellement, et puis pour savoir où elles sont. Et donc, en Bosnie, vous avez eu énormément de mines, et chaque fois qu'il y a des déplacements de terrain, les mines migrent. Dans un taxi pour Tobruk, comme on est dans du sable, les mines se baladent avec le terrain, ce qui pose un énorme problème. Mais là, à tout point de vue, par quelque bout qu'on le prenne, c'est vraiment une catastrophe terrible. Et sur le plan on en voit quelques-unes là, de ces mines qui explosent, et les habitants qui les voient sur les bords du Dniepr redessinées d'une certaine manière après cette destruction. Donc c'est vraiment
très souvent, j'aime pas le terme de tournant, vous vous en moquez vous aussi, parce qu'on finit par tourner, etc. Là, ça montre une radicalisation du pouvoir au Kremlin, peut-être parce que Poutine est de plus en plus contesté pour sa mollesse, entre guillemets, et donc ce type d'événement peut être destiné à dire, voilà, on est capable de la jouer à la façon soviétique, c'est-à-dire... On a repris l'initiative. Voilà, on prend l'initiative, c'est pas la terre brûlée, c'est la terre inondée, mais on ne nous arrêtera jamais. Un dernier mot, Vincent. Oui, un petit souvenir de reportage par rapport à la hantise que peut susciter cette accumulation de mines baladeuses. Il m'est arrivé d'accompagner des équipes de démineurs en Angola, en Irak, ou bien au Vietnam et au Cambodge. Et ils vous expliquent tous que, indépendamment du chaos parfois, l'absence de plan de minage tout simplement, les glissements de terrain, les fortes pluies font bouger les mines. Et vous avez des gamins aujourd'hui qui sont amputés, voire anéantis, par des mines qui ont été posées il y a 20 ou 25 ans. Car le drame, c'est que la durée de vie des mines antipersonnelles comme anti-chars va évidemment très au-delà de la durée des conflits eux-mêmes. Bon,